culture, férus des belles lettres, et bonsoir et bienvenue à Bio en littérature. Ce soir, nous échangeons autour de cette publication, la plus récente en titre de son auteur, Les tribulations d'un pasteur, écrite par l'auteur, l'écrivain congolais Jean-Claude Ntwala Kimponi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Cher et merci. Merci beaucoup de venir ici sur Bio en littérature, notre chronique littéraire, votre chronique littéraire désormais. Et donc nous allons échanger autour de votre publication. C'est un recueil de nouvelles qui porte comme ça 5 titres au total. Donc il y a 5 nouvelles ici dans ces recueils de nouvelles. Mais le titre phare reste Les tribulations d'un pasteur. Tout d'abord, je m'aimerais comme ça savoir pourquoi avoir voulu faire le choix de pouvoir nous présenter toutes ces œuvres à travers de nouvelles. Oui, par définition, une nouvelle est c'est un petit roman, comme on peut le dire. Alors, ce sont des histoires pas très costauds. Et, bon, je pouvais en faire une histoire totale, une même histoire pour chacune d'elles, un roman, donc 5 romans, mais j'ai préféré les présenter sous forme de nouvelles. Voilà, c'est un choix délibéré que j'ai fait comme ça. Donc nous vous recevons dans le cadre de cette émission comme étant nouvelliste. Et donc on va en profiter rapidement pour quand même vous présenter ce qui est écrit à la 4e de couverture de ce livre. On dit de vous, Jean-Claude Ntwala, licencié en sciences politiques et administratives. Oui. Vous êtes écrivain, cinéaste, journaliste et même dramaturge aussi. Et auteur aussi d'un essai intitulé Lettres à Kimpavita, paru en 2013 aux éditions Mabiki. Nous avons même l'ouvrage ici même. Est-ce qu'on pourrait avoir comme ça la chance de quelques 2-3 mots sur cette publication, Lettres à Kimpavita? Oui, Lettres à Kimpavita, un essai, comme vous l'avez dit. Il s'agit de cette grande dame, Kimpavita, qui a vécu au XVIIIe siècle dans ce pays. C'était une prophétesse, mais en même temps une résistante. Elle a lutté contre l'occupation portugaise à l'époque, avant que les Belges n'arrivent. C'était le royaume Congo à l'époque. Elle a franchement lutté contre l'occupation portugaise et cela lui a valu bien des problèmes vis-à-vis de l'occupant, donc les Portugais, à tel point qu'elle a été arrêtée, condamnée finalement, enfin jugée, condamnée finalement, brûlée. Elle a été brûlée vive. C'était le 2 juillet 1706. C'est une très grande dame. J'ai voulu comme ça rappeler son histoire pour les générations présentes et futures. Et en fait, je brosse un peu l'histoire du royaume Congo, mais qui est particulièrement axée sur cette grande dame Kimpavita. D'accord, on va rapidement revenir sur l'ouvrage principal de ce soir, qui est Les tribulations d'un pasteur. Je le disais tantôt, c'est un recueil de 5 nouvelles. Nous avons Et je devins meurtrier, Et la ville s'embrasa, Les tribulations d'un pasteur lui-même, Et Mwanda devint francophone, et enfin, L'homme qui fut mort. Donc, ce sont de nouvelles, vous l'avez dit tantôt, c'est pratiquement un récit bref, hein, avec peu de personnages, ce qui n'est pas du tout à confondre avec le roman. Et nous le savons si bien que ceux qui nous suivent ont aussi noté pour avoir ces distinguos-là. Maintenant, 5 nouvelles, on l'a tout lu, et très très intéressante. Première question qui me vient en tête, après qu'on ait parlé de Kimpavita, c'est le choix porté sur la nouvelle principale qui donne le titre phare comme ça à ce recueil de nouvelles, Les tribulations d'un pasteur. On va en parler tout à l'heure, mais je voulais juste savoir comme ça, le choix, est-ce que l'auteur a une histoire particulière avec cette nouvelle-là? Pourquoi à un moment donné avoir choisi simplement d'avoir Les tribulations d'un pasteur comme étant le titre phare de l'ouvrage? Pourquoi pas les autres? Voilà, ce n'était même pas mon choix. Moi, mon choix était la nouvelle qui vient en première position là. Et je devais meurtrier. Oui. C'était ça mon titre. D'accord. Mais vous savez que, bon, vous êtes écrivain comme moi, vous savez que l'éditeur a aussi son mot à dire. L'éditeur a préféré le titre Les tribulations d'un pasteur. Il m'a expliqué pourquoi. C'est Mediapol, nous avons dit, et c'est Saint-Paul. Hein. Les éditions, c'est une maison missionnaire. Alors l'éditeur m'a dit que Et je devais meurtrier, le titre faisait un peu peur, il y a le meurtre là-bas. Comme c'est une maison missionnaire, ils ont préféré Les tribulations d'un pasteur. On parle de pasteur, donc ça cadrait bien avec leur champ d'action. Et bon, je n'y ai pas trouvé d'inconvénient et j'ai accepté comme ça le titre. Mais moi, mon titre était Et je devais meurtrier. Et je devais meurtrier. Bon, il faut dire aussi que cette nouvelle-là, celle que vous placez justement à la première position de votre recueil de nouvelles, a été primée. C'est
pratiquement la nouvelle qui nous a permis de vous découvrir dans le monde littéraire. Vous avez remporté le prix de Plume Consciente à travers Et je devais meurtrier. C'était comment l'aventure, l'histoire et lorsque vous avez appris que c'était vous le lauréat pour ces concours-là? Oui, c'était une belle aventure. C'était la première édition que j'avais remportée là, avec ce titre. Il faut dire que c'était en 2013. En 2013. Je suivais l'émission qui passait sur B1 d'ailleurs déjà, n'est-ce pas? L'émission Plume Consciente. Une autre chaîne. Je suivais l'émission une fois à la télévision. J'aimais beaucoup l'émission parce que c'était une émission littéraire que je suivais beaucoup, qui portait le même titre, Plume Consciente. Je suivais l'émission et une fois, on a annoncé un concours primant chaque mois une nouvelle et un poème. Alors comme ça, comme j'avais beaucoup de nouvelles, j'ai décidé de participer et j'ai choisi au hasard parmi toutes mes nouvelles, celle-là, enfin, que j'aimais beaucoup aussi. D'accord. Je l'ai envoyée et quelques jours avant la date prévue pour la manifestation, on m'a envoyé un texto m'invitant à la manifestation. Bon, pour moi, je m'étais dit que j'étais peut-être nominé, quelque chose comme ça. Bon, le jour est venu, je suis allé, c'était à ma campagne, j'arrive là-bas, je ne savais rien du tout. Et puis la manifestation a commencé et j'ai été surpris d'apprendre que j'étais le lauréat, donc ma nouvelle avait remporté, c'était une grande joie. Nous l'avons lu, vous le méritez si bien en tout cas. Merci beaucoup. Quand on remporte un prix, quel qu'il soit, c'est toujours un moment de joie et de reconnaissance personnelle. On se dit que le travail qu'on fait, bon, s'il est quand même reconnu quelque part, ça fait toujours plaisir. On dit qu'on ne travaille pas pour rien. Voilà. Et donc bravo pour ça, on dira toujours bravo l'artiste. Et donc, merci. Mais après c'est les tribulations d'un pasteur. Quand on voit sur la première de couverture, c'est qu'on a là, c'est cette image-là que l'on a. Et donc, quelqu'un peut se dire, bon, il s'agit là d'un recueil de chants pastoraux, liturgiques ou religieux. Mais loin de tout ça, c'est une belle aventure, une belle fiction. On va essayer de parler un peu de cette nouvelle-là, Les tribulations d'un pasteur. En fait, c'est l'histoire d'un pasteur venant qui se retrouve finalement comme ça face à un grand dilemme. Les dilemmes sur lesquels c'est que l'épouse de son grand ami, Moussa Lissi, vient le voir et doit lui confier un secret. Et c'est pratiquement une sorte de confession. Mais la confession en question, elle est tellement grave puisque l'épouse est en train de tromper son mari. Et maintenant, quid? Racontez-nous un peu, vous, l'auteur, on peut dire comme ça, pas la synthèse, mais du moins quelques lignes de cette belle histoire, en fait. Voilà, la quintessence. Oui. Voilà, ce n'est même pas la femme qui est allée voir le pasteur. Il faut préciser que ce pasteur-là est devenu pasteur, il est devenu grâce à cet ami Moussa. Moussa Lissi l'a beaucoup aidé. C'est un garçon qui a grandi dans une famille très pauvre. Et c'était le seul garçon, il n'y avait que des femmes qui menaient une vie un peu dévergondée. Les parents ne voulaient pas lui payer des études. On trouvait que devenir pasteur, on n'en trouvait pas l'importance. Donc, il était là, il tenait à tout prix à faire des études pastorales, théologiques, mais il n'avait pas de moyens. Alors, il rencontre cet ami qui était médecin et qui accepte comme ça de l'aider. Il a supporté toutes ses études. Il termine, il est licencié en théologie, il devient pasteur comme il le souhaitait. Et finalement, on la voit quelque part, il travaille. Et bon, je serai bref. Alors, il vit avec, disons, dans le même coin, à Mwanda précisément, que son bienfaiteur, donc le Moussa Lissi, qui est médecin à l'OMS. Alors, une fois, la femme de Moussa Lissi fait un voyage à Kinshasa où sa mère était malade, et puis elle rentre. Mais, je n'entrerai pas dans les détails, l'homme découvre que sa femme avait fait quelque chose de pas bien, tout quand elle était à Kinshasa. Et bon, le climat devient terrible dans la maison, ça s'enflamme, et l'ami demande à Moussa Lissi, au pasteur venant, de faire confesser sa femme. Le pasteur reçoit la femme commence par le mener en bateau, mais finalement, l'homme utilise vraiment sa verve pastorale, si je peux m'exprimer ainsi, et la femme s'en ouvre à lui. Mais à une seule condition. Elle lui dit que je m'adresse au pasteur et pas à l'ami de mon mari. Tout à fait. Or, l'ami attendait justement que le pasteur puisse lui dire ce que la femme lui aura révélé. Alors, donc, comme secret pastoral, confession, la femme dit tout ce qu'elle a fait. Elle a eu une aventure lors de son séjour quinois. Avec un certain Bob. Un certain Bob, qui était son ex. Alors, maintenant, il est là, la femme lui fait la confession, elle s'en va, le pasteur est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire à l'ami, mon bienfaiteur, l'homme qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui?
Lui dire la vérité, je taillerai le secret pastoral. Mais lui mentir aussi, comment mentir à mon meilleur ami, comment cacher à mon meilleur ami que son épouse le trompe, ou en tout cas l'a trompé. Il était là dans ses tribulations, justement le titre, et il voit l'ami venir vers lui. Il ne sait pas quoi lui dire. Voilà. On va lire d'ailleurs cet extrait-là, à la page 83. Je prends justement ce que vous venez de dire tantôt là. C'est là, au moment où même le pasteur venant est dans ses tribulations, dans ses tourments. Il dit, comment cacher à mon meilleur ami que son épouse le trompe? Ou en tout cas, l'a trompé. Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, ce serait une horrible trahison. Et pourtant, si je le lui dis, je trahis la femme. Et ce mariage est foutu en l'air. En tant que pasteur, je n'en ai pas le droit. Que faire, Seigneur, que faire? Qu'est privilégié? Le secret professionnel ou la vérité? C'est à ce moment que, instinctivement, j'ai levé les yeux et croisé les regards des Moussa Lissi qui venaient vers moi. Nouvelliste Jean-Claude Toala, moi je me suis dit, mais ça c'est vraiment un coup de maître, au fait. Puisque après, après avoir fini de lire cette nouvelle, on se dit, mais ouf, et la suite, et la suite, et la suite. Et donc, comme ça, c'est une construction très, très dramatique. Je me dis, comment vous arrivez, vous, à construire vos nouvelles pour le réussir à cette dimension-là? Vous avez eu à vous spécialiser dans l'écriture de la nouvelle ou comment? Parce que la construction dramatique, elle est vraiment réussie et la chute, elle est merveilleuse. Bon, moi je crois que c'est simplement un don que nous avons reçu de Dieu. Je n'ai été dans aucune école pour apprendre à écrire. J'ai fait des études, vous l'avez dit, je suis... Journaliste de formation. Journaliste de profession. Et des professions aussi. Mais je n'ai même pas fait des études de journalisme. J'ai fait les sciences politiques et administratives. Mais écrire pour moi est une passion d'enfance. Je me souviens que j'avais des sérieux problèmes à l'école quand j'étudiais. J'étais chez les jésuites. Alors moi, vous savez, ces gens-là, comment ils sont sérieux, catégoriques. Mon journal de classe, mais je griffonnais toujours. Chaque fois qu'il y a eu un événement, par exemple, on jouait un match de football, il y a quelque chose qui s'est déroulé à l'école, moi, je prenais mon journal de classe et j'écrivais, j'ai raconté l'histoire. Alors j'avais des sérieux pépins avec les prêtres. Donc écrire, c'est une passion qui date de très longtemps, c'est de jeunesse. Et comme ça, à force d'écrire, de réécrire, j'ai atteint ce niveau. Je ne sais pas s'il est bon, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un don que j'ai reçu de Dieu et je l'ai perfectionné en essayant, en continuant à écrire. Voilà. Et l'élément qui revient le plus dans cette nouvelle-là, c'est l'élément, on va dire, la confiance. Parce que vous posez les problèmes de la confiance. Jusqu'à quel degré doit-on faire confiance à l'être qu'on aime? C'est justement là le problème. C'est une question fondamentale. Il faut un minimum de confiance vis-à-vis des personnes qu'on aime. S'il n'y a pas cette confiance-là, il n'y aurait pas mariage. Vous savez, c'est compliqué. Le mariage, où l'on dort avec son adversaire. La femme a grandi chez elle, vous avez grandi chez vous, chacun a reçu une éducation chez lui, et deux êtres qui ont grandi comme ça, qui se rencontrent, qui doivent maintenant vivre ensemble tout le reste de leur vie. Ce n'est pas facile, il faut un minimum de confiance. Nous allons au boulot. Ici, je suis marié, je ne suis pas avec ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait là où elle est? Mais s'il n'y a pas ce minimum de confiance, il n'y aurait pas mariage. Les femmes vont souvent voir des gynécologues. Mais quand elles vont voir les gynécologues, toi tu n'es pas là. Mais s'il n'y a pas ce minimum de confiance, il n'y aura pas mariage. Je pense qu'il faut un minimum de confiance entre les conjoints pour vivre ensemble. Si les deux conjoints se donnent cette confiance-là, je pense que la confiance est totale. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de tribulation. Oui, il n'y aura pas de tribulation. Je posais la question sur l'élément confiance, d'autant plus qu'il y a pratiquement une sorte de rapprochement avec la première nouvelle du recueil, et je devais meurtrier, parce que là aussi se pose, on peut dire comme ça, la question de la confiance, mais c'est plus de la jalousie. Mais ce qui est fort, c'est l'introduction de cette nouvelle, en fait. Et je devais meurtrier, vous le commencez comme ceci, vous écrivez « Je viens me faire arrêter ». Donc, c'est le monsieur qui vient, je vais prendre l'élément après avoir répondu au commissaire de police, au commandant de police, il dit « Je viens de commettre un crime et je suis venu me faire arrêter. » Je vous laisse comme ça 1 ou 2 minutes pour nous donner un peu encore le goût de cette nouvelle-là, Je devais meurtrier, qui est, je le dis encore, une nouvelle en fait, qui très allaitante,
très très allaitante parce qu'on n'a pas envie de lâcher le livre. On va commencer la lecture. Et à la fin, on se dit, mais mon Dieu, cet écrivain, c'est bien nous prendre dans son jeu. Voilà, donc c'est un drame. Moi-même, il m'arrive, quand je relis cette nouvelle, il m'arrive de voir des larmes aux yeux. Tout à fait. Donc cet homme, voilà, il vient de commettre un meurtre et il va se rendre lui-même. Il n'attend pas qu'on vienne l'arrêter, il va se rendre lui-même. C'est une histoire dramatique. Ce couple, c'est l'un des meilleurs couples qui puisse exister, qui existait sous ce soleil. Très amoureux, et c'est le genre de couple où l'homme en arrive à oublier un peu sa famille pour se consacrer entièrement à sa belle famille. Vous connaissez ce genre de couple? L'homme a donc des problèmes sérieux avec sa propre famille. Il fait tout pour sa femme, pour le sien, beau-père, belle-mère, belle-sœur, beau-frère. Mais chez lui, en tout cas, c'est pas le bonheur. Et c'est un cadre. Bon, la femme subit une intervention chirurgicale. Oui. Elle est sous anesthésie. L'homme va lui rendre visite dans une chambre privée, bien sûr. Il arrive là-bas. La femme est avec sa maman qui fait office de garde malade. Et il y a la femme qui est sous anesthésie, et qui raconte des choses. Elle raconte des choses, des ébats amoureux pratiquement. Hein, ce qu'elle fait avec un certain Pipo. Oui, oui. Et elle raconte des ébats, elle va dans les détails. L'homme entre dans la chambre en ce moment-là et entend sa femme raconter de ses ébats amoureux, ses ébats avec un certain Pipo qu'il ne connaît pas. Et il s'est dit que la femme, cette femme qu'il chérit, cette femme qu'il adore, l'a sûrement trompé. Le trompe. Je préfère qu'on s'arrête là, sinon on risquera de dévoiler toute la nouvelle et déballer son contenu, ce qui n'est pas du tout intéressant, sinon le lecteur va perdre du goût. Voilà. Mais du moins, ce qui me vient comme... Sont-elles des histoires qui vous ont été racontées par des gens qui l'ont vécu, ou bien peut-être ce sont des histoires que vous-même vous avez vécues, ou bien sont-elles vraiment venues de Muse et que vous essayez de monter, voilà. Voilà, cette question m'a souvent été posée. Oui. Toutes ces nouvelles, les cadres en tout cas, c'est de l'inspiration, des histoires que je n'ai jamais vécues, je n'ai jamais entendues. Mais c'est tellement proche de la réalité que les gens croient que j'ai entendu on m'a raconté quelque part. Sauf une nouvelle. Et la ville s'embrasa. Oui. Là-bas, il y a un aîné à moi, je peux citer son nom. Oui. Il s'appelle Matola, Geoffrey Matola, c'est une histoire qui date de 27 ans aujourd'hui. Il était pompiste dans une station. Il avait une copine qu'il voulait bien épouser, qui était jumelle, mais qui est morte malheureusement. Alors, un jour, lui était là à la station, il servait du carburant, et il entend la voix de la fille qui est morte. Il entend sa voix. Il se retourne et se retrouve nez à nez avec elle. Vous comprenez l'émotion? Tout à fait. Le bec tombe, il a oublié que la fille qui était morte était jumelle, des vraies jumelles. Oui. Il m'a raconté cette histoire-là, et plus tard, moi j'ai ajouté ce que j'ai pu ajouter pour en faire une nouvelle dramatique. Je vais comme ça prendre une autre question rapidement. En fait, c'est la question de vous demander... Vous êtes écrivain, en fait, quelle relation avez-vous avec la nature? Qui vous inspire les astres? J'aime beaucoup la nature, particulièrement la Lune. La Lune. Je vais vous étonner, je peux vous dire à quelle date il y aura apparition lunaire du mois prochain, à quelle date il y aura pleine lune, et ainsi de suite. Je suis passionné par la Lune. Je ne sais pas d'où me vient cette passion, mais en tout cas, c'est depuis plusieurs années. Je suis un passionné de la Lune. La Lune me parle beaucoup. La Lune m'inspire beaucoup. Quand je vois le croissant lunaire, quand je vois la pleine Lune, je reçois beaucoup de messages. Soit. Moi, je vais vous étonner. Peut-être que je vais prendre rapidement quelques pages. Je pensais, moi, en vous lisant, que peut-être c'est un autre astre qui vous passionnait le plus. Je vais lire. C'est que vous écrivez à la page 62. Après la chaleur caniculaire de la journée, une journée que j'avais passée dans une véritable tourmente, j'étais là, accroupi, me laissant caresser le pied par les eaux salées des vagues, alors que je contemplais tristement le soleil s'enfoncer dans l'eau. Nous sommes à la page 62. Je prends rapidement la page 64, où vous écrivez, 84, pardon, où vous écrivez ceci. Après la singulière canicule de cette journée, Ketia avait demandé que je la suive à la plage. Donc là, c'est une autre nouvelle sur Mwanda. Quand on prend la dernière nouvelle, 127, je
pense que vous êtes avec moi. 127, vous écrivez ceci. Il faisait horriblement chaud, tout le monde transpirait. Donc du coup, moi je pensais que c'est le soleil parce que dans chacune de vos nouvelles, en tout cas, vous l'introduisez, vous la commencez en faisant une description de la chaleur du soleil en ce moment-là. Je me disais, mais est-ce que l'écrivain est habité par un soleil? Comment ces rapports-là? Ou bien était-ce du fait du hasard quand vous vous êtes mis à écrire? Ou bien il y avait vraiment un désir de pouvoir mentionner le soleil ou bien la chaleur à tout début de vos récits? Bon, d'abord, il y a le dualisme cosmique. Il y a le positif et le négatif. Il y a le jour et la nuit, le soleil et la lune. Donc si je suis passionné par la lune, il n'est que normal que je fasse allusion de temps à autre au soleil. Mais n'oubliez pas que nous vivons dans un pays chaud. Oui. Le pays est chaud, il n'est que normal que la plupart de ce que nous racontons trouvent leur fondement dans une situation où il fait chaud, la canicule, comme maintenant il fait très chaud et il n'est que normal. Mais je suis plutôt habité par la lune, qui est la pendante du soleil. Voilà, tout à fait. Et on va faire un clin d'œil à la toute dernière nouvelle, l'homme qui fut mort. Cette histoire est tellement vraisemblable que ça m'a rappelé le feu Zamenga, parce que lui aussi, dans 1000 km à pied, on a eu un peu cette tendance-là. Donc c'est quelqu'un, ces personnages qui se retrouvent dans un accident et puis après sa carte se retrouve chez le mort. Et du coup, il en profite, mais lui, pour découvrir si jamais il est populaire, si jamais il est aimé des gens. Pas populaire, mais si jamais on l'aime. Ouais. Vous savez, c'est toujours difficile. On ne sait pas, est-ce que les gens qui nous entourent, les gens avec qui nous vivons, est-ce qu'ils nous aiment réellement? Vraiment. C'est une bonne question. Parce que beaucoup l'ont chanté. Quand vous avez des moyens, vous avez beaucoup d'amis, le téléphone n'arrête pas de sonner. Mais redevenez pauvre ou devenez pauvre. Vous voyez que vous passerez des jours sans que le téléphone ne sonne. Donc c'est toujours difficile de tester l'amour ou l'affection que nous portent ceux qui vivent avec nous. Alors ce type-là est dans cette situation, ce n'était pas prémédité. Il y a un accident, vous venez de le dire, et il s'est dit, bon, comme sa carte, sa pièce d'identité s'est retrouvée sous son voisin de siège dans le bus, qui lui était mort, et ceux qui sont venus ramasser le cadavre ont cru que c'était ses identités. Puisqu'il était méconnaissable. Lui était là, vraiment défiguré. Enfin, déjà mort. Et lui était là, il entendait l'ambulancier lire tel. Il dit, mais ça c'est mon identité. Ouais. La première action est de corriger l'erreur. Puis il s'est dit, non, laissons faire comme ça, je vivrai dans une sorte de flashback, n'est-ce pas, mes propres funérailles. C'était ça. Et il est allé se réfugier quelque part et il a vécu vraiment ses funérailles en flashback. Il a découvert ce qu'il voulait découvrir. Il a vécu ses funérailles et 126, l'homme qui fut mort, on va lire un extrait là rapidement. Vous écrivez ceci, disons, le narrateur raconte comme ceci. Je regrettais en ces moments de ne m'être pas présenté aux dernières législatives provinciales. C'est exprès que je prends cette partie du texte. J'aurais certainement gagné. Je ne connais pas bien le rôle d'un député, mais ce qui est sûr, c'est que le Parlement lui achète une superbe voiture et lui octroie des émoluments de rêve. Est-ce que l'auteur a voulu faire dire au narrateur ce que lui-même pense de la société, pense de la politique de la société où il vit? Oui, là, il y a une fusion totale entre l'auteur et le narrateur. Vous savez maintenant, la situation n'étant pas bonne, généralement dans le pays, tout le monde veut devenir député. Tout le monde veut devenir député. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est un député, qui tiennent absolument à devenir député. J'ai vu les listes lors des dernières... les listes, les gens qui sont allés déposer des candidatures. Mais vous trouvez des gens des primériens, excusez-moi, des maçons, des menuisiers. Je ne néglige pas ceux de gens dont nous avons besoin. Mais c'est tout le monde qui fait de la politique. Aujourd'hui, il faut devenir député. Non pas parce qu'il veut apporter quelque chose à la société, mais simplement parce qu'il sait que quand on devient député, bon, on a une belle maison, on a des voitures, on a des voyages de rêve, et ainsi de suite. Donc c'est un peu dramatique pour notre société. Nous risquons d'en pâtir. Et j'ai voulu vraiment le montrer là-bas. Et donc, peut-on dire que vous êtes dans une sorte d'écriture purement engagée? Engagé, oui, je le suis. Peut-être pas beaucoup dans ces nouvelles, mais quand vous lisez l'essai, mon premier livre, et les écrits qui vont bientôt être publiés, je suis engagé. Je pense que l'écrivain devrait être quelque part engagé. Pensez-vous que l'écriture peut apporter quelque chose, du changement, peut interpeller dans une société?
Dans les sociétés où les gens lisent, oui. Parce que nous savons que les Parlons du contexte de notre pays, de la notre RDC. pays, c'est difficile parce que les gens ne lisent pas ici. On dit souvent que les gens ne lisent pas. Les gens aiment quand même lire, quand même, je dis. Parce que quand vous passez devant ce qu'on peut appeler kiosques à journaux, et c'est toujours bondé. Les gens aiment lire. Et moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait mon livre, mon premier livre là, mais c'était un lambeau. Et il me dit que malgré cet état-là, lui-même ne l'avait pas encore terminé. Vraiment. De dès qu'il il commençait à lire, il y a quelqu'un qui est arrivé. Ah, c'est quoi? Il lit la première page, la deuxième page. Il est tellement passionné qu'il le supplie pour l'amener. Lui aussi donne à quelqu'un d'autre. Puis il y a un troisième, un quatrième, et finalement le livre lui revient en lambeau. Les gens aiment quand même lire, mais ils n'achètent pas des livres. Ici, les gens n'achètent pas des livres. Bon, c'est peut-être une question de culture, mais aussi une question de moyens. Oui. Quand on a 5 000 francs, on pense directement au foufou à la maison et on ne sait pas acheter un livre. C'est ça le problème. Mais si les gens se mettent à lire, je pense que l'écrivain ou l'écriture peut vraiment changer ce pays. D'accord. Nous sommes des penseurs. Est-ce que, bon, il y a des gens qui vous ont quand même inspiré ici, parmi les écrivains au pays? Oui, nous avons tous lu Zamenga. Rapidement, oui. Nous avons tous lu Zamenga et Charles Djongo Simba. Moi, c'est écrivain que j'aimais beaucoup. Et puis, on a aussi lu les écrivains étrangers. Moi, mon modèle, c'est vraiment Chase, qui était un écrivain britannique, aujourd'hui disparu. C'est mon modèle. Voilà. Jean-Claude Ntwala Kimpouni, nous sommes très ravis d'avoir échangé avec vous sur ces plateaux de Beyond Littérature avec les tribulations d'un pasteur. Mais c'est vrai que ceux qui nous ont aussi suivis voudront bien se procurer votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez rapidement comme ça nous passer les coordonnées, les adresses, librairies, comment vous avoir pour se procurer l'ouvrage ici, Les tribulations d'un pasteur? Oui, l'ouvrage est publié aux éditions Mediapol. Mediapol, oui. Donc s'ils vont dans toutes les librairies Mediapol, ils vont le trouver. Oui. Et bon, ils peuvent passer aussi à l'Observateur, le journal L'Observateur, oui, à côté de l'IFASIC. Ils vont aussi le trouver. Et voilà, donc, un mot de la fin de votre part? Je suis très content d'avoir participé à votre émission. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. D'accord. Et donc, je souhaite à cette émission une longue vie et beaucoup de prospérité. Merci beaucoup Jean-Claude Ntwala. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que sur ce plateau, nous avons reçu pour vous l'écrivain Jean-Claude Ntwala Kimpouni qui est venu nous visiter, nous voir pour échanger avec lui, avec son dernier ouvrage intitulé Les tribulations d'un pasteur, qui est un recueil de nouvelles, 5 nouvelles au total, publiées aux éditions Mediapol cette année même. Et donc voilà, vous avez le titre, vous connaissez l'auteur, vous pouvez maintenant vite courir pour vous en procurer. C'est ici que prend donc fin l'émission de ce soir. Vous aurez la rediffusion demain matin à 8h30 et la prochaine diffusion, c'est toujours le mercredi à 18h45. Portez-vous bien, bonne lecture chez vous et à très bientôt. Merci.